Bonjour à tous et bienvenue sur Balado Roller, le podcast de rollerenligne.com. Aujourd'hui, avec nos invités, nous partons à la découverte d'un sport encore peu connu dans le monde du roller et particulièrement en France, le rollball. En effet, la Coupe du monde de rollball va se dérouler du 21 au 26 avril prochain à Pune, en Inde. Nous recevons donc 3 patineurs du club de l'US Ivry qui engagent une équipe homme et une équipe femme sous les couleurs de Rollball France, Laurie Laporte, Antoine Fiel et Jean-Emmanuel Chapartegui. Bonjour à vous. On commence par la question traditionnelle. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, du coup, je suis Laurie Laporte, la représentante et capitaine de l'équipe féminine de rollball. Moi, je suis arrivée assez récemment dans le club de l'US Ivry et dans le monde du rollball parce que j'ai été appelée l'été dernier par J.E. Chapartegui. Du coup, je viens juste d'arriver dans l'association Rollball France et je suis la capitaine de l'équipe. Comment tu as commencé le roller ? J'ai commencé le roller à 13 ans dans le club de R2R d'Argenteuil, dans lequel je suis toujours. J'ai appris le roller là-bas et j'ai fait toutes sortes de disciplines, du freestyle, de la vitesse, de la danse, un petit peu de derby. Enfin voilà, j'ai un petit peu tout testé pour finalement rester quand même sur le roller vitesse et un petit peu le roller foot et pour ensuite arriver là dans le rollball. Jean-Emmanuel, à ton tour. Bonjour à tous, donc J.E. Chapartegui. Moi, ça fait un petit bout de temps que je suis à l'US Ivry puisque j'ai créé l'US Ivry avec Stéphane Laurencet en 2016. Mon parcours, j'ai commencé en 2006 le roller soccer directement. D'abord en tant que coach, donc plutôt avec succès puisqu'on avait gagné une Coupe du Monde à cette époque. Puis un jour, j'ai décidé de m'y mettre et en tant que joueur et voilà, je partais de très très loin. Petit à petit, j'ai commencé à progresser et puis à partir de 2016, l'envie nous est venue avec Stéphane et avec le groupe plus large de nos amis de l'époque de monter une association de rollers dans la ville d'Ivry-sur-Seine où on habitait tous les deux à l'époque. Et donc, on a créé l'US Ivry Roller qui marche très bien. Depuis, plein de projets sont arrivés, dont notamment le rollball. Le rollball étant venu un petit peu par hasard en 2017. On nous a contactés parce qu'on faisait du roller foot. On s'est dit, allez, pourquoi pas, ça peut paraître un peu fou. Et puis avec Antoine et le groupe du roller soccer, on a monté une équipe pour partir au Bangladesh en 2017. On a remis ça en Inde en 2019. Cette année, on est reparti pour une nouvelle aventure avec les filles cette fois. Donc garçons et filles. On va laisser quand même Antoine se présenter. Ouais, c'est gentil, sinon il parle beaucoup trop, ce garçon. Du coup, Antoine Fiel, dans le rollball, j'ai créé la structure Rollball France avec un ami, Pierre Costa, pour montrer à la Fédération internationale qu'on essaie de développer le sport en France. Donc j'ai pris la présidence parce qu'il fallait avoir un rôle et pour l'instant ça se passe plutôt bien, on va dire. Sinon, le roller, j'en ai fait beaucoup quand j'étais petit. Ensuite, j'ai eu une grosse pause à l'adolescence. Ensuite, j'ai trouvé par le biais d'un autre ami le roller foot avec J.E. et du coup, je me suis remis au roller là. Je pense que j'ai fait 8 ans de roller foot maintenant. Puis depuis peu, je me suis mis au roller hockey. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, parce que depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de prononcer le mot, le rollball. Alors bon, savoir si c'est attaché ou détaché. Moi, j'utilise les deux indistinctement. Qu'est-ce que c'est que le rollball ? Le rollball, c'est un sport qui est né à Pune. Donc c'est un prof d'EPS indien mais la légende raconte qu'il avait des quads et un ballon de basket et que du coup il s'est dit ça peut être sympa d'allier les deux et de faire une activité sportive mêlant handball et roller. Par la suite, la fédération indienne s'est créée autour de cet homme, donc Raju Erdabade. Et comme c'est un sport qui a été purement créé en Inde d'après la légende de ce sport, ils ont voulu faire en sorte que ça soit le premier sport indien développé partout dans le monde. Donc c'est parti vraiment de ce petit prof de PS quelque part en Inde à cette grosse structure qui organise sa 6e Coupe du Monde actuellement. Le rollball, qu'est-ce que c'est ? Donc ça peut s'écrire attaché ou détaché. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles écrites pour l'instant. J'ai toujours vu les deux orthographes. Donc comme je disais, c'est du handball à roller. Avec un ballon de basket. Avec un ballon de basket. Alors ça, on n'a toujours pas compris pourquoi. Et c'est un ballon de basket taille 6, donc taille femme pour nous en Europe. Donc c'est exactement les mêmes règles que le handball, sauf qu'on ne peut jamais rentrer dans la zone de but. Donc c'est-à-dire que pour tirer, il faut toujours bien freiner avant. Et même en célébrant, il faut jamais rentrer dans cette zone de but, cette zone du gardien. Et on a le droit aux reprises. Et on a le droit aux reprises. On a le droit au dribble à deux mains, on a le droit aux reprises. Donc vous êtes obligé de dribbler en patinant ? On est obligé de dribbler.
Donc du coup, la règle, c'est soit continuer à faire des dribbles, et si on arrête de faire des dribbles, on a le droit à 3 poussées ou 3 pas, à faire 3 mètres ou à garder le ballon 3 secondes dans les mains. Comme on a le droit aux reprises, du coup, on peut bloquer le ballon 3 secondes et reprendre le dribble, il n'y a pas de souci. Là, vous disiez tout à l'heure que c'était une pratique qui était née en Inde. Donc, de ce que j'avais lu, c'était vers 2003. À l'heure actuelle, on en est, comme vous le disiez aussi, à 6 épreuves de Coupe du Monde. C'est la 6e édition. Comment on explique que l'Inde se soit appuyée particulièrement sur ce sport pour développer le roller? Je sais pas trop l'expliquer non plus. Ce que je sais juste, c'est que c'est un sport qui est assez simple à pratiquer, ce qui fait que, en fait, on est quand même dans un monde assez ouvert pour eux. Ils ont pas forcément de concurrence. Je parlais avec Igor, qui est quand même très connu dans le slalom, et qui me disait que voilà, les Indiens, ils avaient du mal à s'impliquer au niveau du slalom, par exemple. Et c'est vrai que le rollball permet cette accessibilité. Ils arrivent dans un sport qu'ils ont monté, ils ont construit les règles, ils ont tout construit autour du rollball. Donc, ils arrivent déjà en position dominante, ce qui est quand même très différent des autres sports où ils se rattachent à une structure déjà bien établie, où les compétitions sont principalement aussi en Europe et donc avec des visas plus difficiles à obtenir. Là, tout est en Inde. Donc effectivement, on voit que l'Inde est un des pays moteurs à ce niveau-là. Toutefois, ça s'est aussi particulièrement développé en Asie et en Afrique. Comment on arrive à expliquer ça? Parce que finalement, l'Europe est encore un petit peu, je dirais pas à la traîne par rapport à ce sport, mais finalement, il s'est plutôt structuré dans des pays en développement. En fait, pour faire suite à ça, c'est vrai qu'il y a vraiment cette problématique de visa. Comme je disais, comme les compétitions sont souvent en Inde ou dans des pays d'Asie, déjà ils peuvent plus facilement venir. Quand on fait des compétitions d'autres sports en roller, comme je vous dis, elles sont souvent en France, à la Paris Slalom World Cup, pour avoir un visa pour la France, par exemple, c'est quand même pas évident. Donc déjà, il y a cette facilité pour le développement. En plus, il y a eu aussi des fonds qui ont été mis par les Indiens pour faire en sorte que les équipes puissent s'impliquer et s'investir. Est-ce qu'on a une idée du nombre de pratiquants en Inde de cette discipline? Alors, j'ai pas vraiment d'idée du nombre de pratiquants. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont une véritable ligue universitaire. Donc, ils ont plusieurs équipes, ils ont des ligues par État, donc plus ou moins développées pour chaque État en Inde. Et ils ont une ligue fédérale, j'imagine. Je pense que l'Inde est un État fédéral, peut-être que je me trompe. Ils ont une ligue fédérale où du coup chaque sélection de chaque État va concourir. Et ce qui fait que eux, pour le coup, l'équipe nationale d'Inde est une vraie sélection et qu'on peut voir que chaque joueur vient d'un État différent. Mais après, le nombre exact, il n'y a pas de communication officielle sur ça. Donc ça veut dire qu'ils ont un championnat structuré en Inde? Ils ont un championnat structuré, oui. Et il y a aussi un championnat structuré au Bangladesh, au Sri Lanka et au Kenya. Ouais, voilà ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont un niveau de maturité dans leur championnat aussi avancé, notamment en Afrique? Ou est-ce que c'est En Afrique, moi, de ce que je vois, alors le vrai moteur, c'est le Kenya en Afrique. Ensuite, il y a l'Égypte qui commence à s'y mettre. L'Égypte, ils ont commencé à construire une grosse fédération après la dernière Coupe du Monde. Enfin, ils ont commencé un peu avant la dernière, mais ça s'est vraiment structuré. Ils ont commencé à avoir plus d'échanges avec les Indiens, commencé à les inviter à faire des gros événements. Donc pour moi, les deux pays moteurs de l'Afrique, ça serait l'Égypte et le Kenya. Il y a le Sénégal maintenant qui commence à bien monter, non? Sénégal, ils n'ont pas vraiment une ligue. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ou alors il y a zéro communication dessus. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une ligue aussi structurée en Égypte qu'en Égypte ou qu'au Kenya. Et sinon, oui, après, je sais que Guinée-Conakry, ils ont lancé un petit championnat. Et je ne sais pas combien d'équipes ils sont, mais ils lancent un petit championnat interne dans leur pays. Pardon, comme c'est un nouveau sport, il y a beaucoup de pays qui jouent même sans avoir de ligue ou de fédération, comme c'est notre cas aussi. Donc en fait, c'est peut-être, on peut pas recenser le nombre de pratiquants de ce sport à cause de ça pour le moment. Alors, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est comment vous, en France, vous en avez entendu parler et comment vous avez commencé à structurer ça. Alors, comment c'est arrivé le rollball en France? Comment c'est arrivé? Nous, on était en 2016, décembre 2016, on reçoit une invitation de la part de Greg de Seba, qui nous fait part de la Coupe du Monde au Bangladesh et qui nous dit qu'ils cherchent à ouvrir la pratique à de nombreux pays et ils nous ont demandé si on voulait créer une équipe en France. Lui, il avait pas le temps de s'en occuper, du coup, il a envoyé ça à JE et à moi. C'est vrai que dans un premier temps, c'était un peu bizarre pour nous parce qu'on se retrouve avec un sport qu'on ne connaît absolument pas. Et au début, on était un peu dubitatifs. Et après, ils nous ont dit non, mais pour la découverte, comme leur but, c'est d'inviter le plus grand nombre de pays, ils ont les moyens financiers de vous faire venir. Donc, si c'est l'argent ou la peur qui vous pose problème, vous pouvez y aller.
Et du coup, avec ça, on a commencé à s'intéresser aux règles, à regarder quelques vidéos qui existaient sur Internet. On voit que le sport peut se faire facilement, qu'on peut s'entraîner facilement, enfin, premier abord. On commence à faire toutes les démarches administratives, les visas, les billets d'avion, tout ça avec la Fédération du Bangladesh et la Fédération internationale. Et là, on se retrouve invité. Enfin, pour nous, rien n'était sûr dès le départ. C'est-à-dire que comme on n'avait pas réservé les billets d'avion, rien, une fois qu'on s'est assis dans l'avion, on s'est dit, ah, c'est bon, maintenant on part. Mais c'est vrai que c'était un peu. Après, c'est un autre point. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. C'est peut-être un point que je reproche au rollball et à l'organisation internationale, c'est que de temps en temps, c'est peut-être fait un peu pas à l'arrache, mais un peu subitement. Et du coup, pour suivre ou pour convaincre d'autres équipes de venir, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Enfin, faut vraiment se libérer de toute pensée et y aller, quoi. On a fait cette compétition. Donc, c'était la 4e Coupe du Monde de rollball au Bangladesh à Dakar. On joue, tout se passe bien. Bon, forcément, c'est la première fois qu'on jouait, donc on a gagné 2 matchs sur 4, mais on n'a pas passé les poules. Et ensuite, on se lie d'amitié avec l'équipe anglaise. Ils commencent à venir, donc ils sont venus une fois à Mouchotte, à Paris, pour jouer contre nous. Nous, on est parti une fois à Londres pour jouer contre eux. Et du coup, on commence la France, on commence à devenir un partenaire majeur en Europe pour le rollball d'un point de vue de la fédération internationale. Et là, on nous invite, donc moi et mon ami Pierre Costa, on nous invite à une conférence à Mumbai pour parler du développement du rollball dans le monde et surtout dans les 3 régions qui manquent, donc l'Europe, l'Amérique et l'Océanie. Et à partir de là, ils nous disent, écoutez, si vous voulez continuer à jouer avec nous, va falloir monter une structure, donc créer une fédération ou une association en France, créer des ligues, créer des entraînements, créer une réelle structure. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à créer Rollball France. Et avec cette confiance gagnée de la part des Indiens, on a pu repartir l'année d'après en Coupe du Monde. Avant de parler de Rollball France, tu as abordé l'équipe d'Angleterre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme équipe en Europe ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre en Europe ? Il y avait Danemark. Alors Danemark, c'est les premiers à avoir gagné la première Coupe du Monde d'ailleurs. Il y a Pologne qui nous a rejoint récemment, il y a Biélorussie, Lettonie, il y avait Slovénie, et en Europe, je pense que c'est tout. Je crois que c'est tout, ouais. C'est marrant d'ailleurs que, sachant que c'était un sport qui initialement était lancé par les Indiens, on aurait pu croire que les Indiens s'imposeraient lors de la première. Et donc finalement, vous dites que c'est le Danemark. Oui, et je pense que les Indiens étaient très vexés par ça. Parce que je pense qu'ils étaient partis d'un point de vue, ouais, c'est bon, on a créé un sport, on est les meilleurs, mais après ils se retrouvent face à des hockeyeurs danois. Je pense que niveau physique, c'était plus cardio du côté des Danois qui ont gagné sur le physique. Et honnêtement, enfin, surtout quand je revois les photos et quand je repense à ça, parce qu'ils sont en train de communiquer largement sur comment l'Inde s'est imposée en tant que championne perpétuelle du rollball. Je pense que la première Coupe du Monde, c'était un véritable coup de massue. Et ensuite, ils se sont dit bon, maintenant, on va structurer vraiment, on va faire des vrais entraînements. Et là, je pense qu'ils sont partis dans l'idée de on va tout gagner maintenant, on laisse plus des étrangers gagner. Tu as abordé Rollball France. À quel moment s'est créée la structure ? C'est quoi sa vocation ? La vocation, honnêtement, au début, c'est l'administratif. Et c'est vrai que l'administratif, c'est pas ma passion. Enfin, l'impulsion, ça a été réellement cette conférence à Mumbai. Ils nous ont dit, les gars, si vous voulez continuer à jouer, il va falloir faire un truc. Quand on a créé cette structure, c'était très confidentiel au début. Enfin, vraiment, faut être honnête sur ça. C'est qu'au début, c'était vraiment confidentiel. C'était juste pour nous permettre de repartir l'année suivante en Inde. Et pourquoi pas inclure de nouveaux joueurs. Donc, du coup, Rollball France a été créé en 2019, en janvier 2019, mais sans réelle vocation à diffuser le sport, quoi. Et je pense que vraiment la vraie impulsion qu'on a eue, c'est Laurie a commencé à s'intéresser à nous et a commencé à s'impliquer dedans et à dire moi je vais faire venir des femmes qui vont jouer avec vous au rollball et que du coup là on a commencé à se dire ouais en fait ça peut grandir, ça intéresse les gens. On avait fait Tonto contre les Bruxellois, les Shinobi. Et on s'était dit c'est marrant quoi, on peut jouer entre copains quoi, mais sans jamais. Donc il y a la Belgique alors dans les pays d'Europe aussi qu'il faut qu'on rajoute. Pas vraiment parce que en fait, comme l'Inde impose ce qu'on crée une structure qui comprend le nom Rollball plus le nom du pays, qu'en 2019, ils voulaient pas de ressortissants étrangers, donc fallait que l'équipe nationale belge, par exemple, ait que des passeports belges. Sauf qu'il y avait des Français, il y avait des Syriens, il y avait un peu toutes les nationalités qui avaient juste des titres de séjour. Ils ont dit non, nous on veut une équipe belge 100% belge. Donc la Belgique, ils ont joué contre nous comme ça parce qu'on se rencontre dans le cadre du roller foot, mais ils ont jamais fait de compétition internationale réelle. D'accord. Mais ils commencent à être intéressés, il me semble. Ils aimeraient bien qu'on organise à nouveau une rencontre, les hommes contre hommes et femmes contre femmes, pour justement initier le rollball dans leur club, potentiellement. Là, on a abordé la pratique des femmes. Laurie, est-ce qu'on est sur une pratique qui est mixte ?
Ou est-ce que vous êtes dans une logique de séparer et d'avoir une compétition homme, une compétition femme? Alors, c'est pas du tout mixte comme peut l'être par exemple le roller soccer où pour le coup les équipes sont vraiment mixtes et on joue hommes et femmes ensemble. Donc là, c'est vraiment les femmes jouent ensemble, les hommes jouent ensemble. Mais je pense que c'était un gros plus pour nous de s'entraîner avec les hommes qui avaient déjà quelques années de roll-ball derrière aussi. Parce qu'on apprend vite, parce que c'est quand même un sport un petit peu de contact et que... voilà, rentrer en contact contre des hommes, ça nous solidifie un petit peu pour ensuite rentrer en contact contre d'autres femmes. Donc non, je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas mixte, mais ça aide beaucoup de s'entraîner en mixité. Qu'est-ce qui t'a amené toi au roll-ball? C'est donc JE qui m'a appelé en septembre dernier par un ami dans le roller qu'on a en commun. On se connaissait de loin par le roller foot, on s'était déjà croisés et affrontés lors de matchs. Et il m'a contacté en me disant, voilà, ça fait quelques années qu'avec l'équipe masculine, on part jouer la Coupe du Monde au Bangladesh, en Inde, et on aimerait bien remettre ça cette année. Et la Fédération internationale de roll-ball nous a proposé de monter une équipe féminine également. Est-ce que ça t'intéresserait, voilà, là, entre guillemets, rapidement, de créer cette première équipe féminine pour aller jouer dans quelques mois en Inde? Alors c'est marrant ce que tu disais Antoine parce que je pense qu'ils minimisent un petit peu ou alors qu'ils m'ont un peu filouté parce que c'était beaucoup plus professionnel que ce que tu disais quand même. C'est-à-dire que vous avez organisé quand même ces tournois contre l'Angleterre, enfin vous avez fait des échanges, donc vous croyez en ce sport quand même avant que là l'équipe féminine arrive. Vous avez mis des choses en place. Voilà, l'association au départ c'était quand même, ça vous a servi un petit peu de vitrine, mais ça a quand même lancé quelque chose de votre côté. Et quand Gilles m'a parlé de ça, je suis pas arrivée dans quelque chose qui était tout neuf non plus. Il y avait déjà quelque chose de bien créé. JE m'a proposé donc de venir s'entraîner 2 fois par semaine au club de l'US Ivry avec les femmes. Voilà, les garçons nous ont tout de suite très très bien accueillis, nous ont proposé de participer au cours avec eux, de profiter de leur coach également. Enfin, on a eu tout de suite un superbe accueil, une grande prise en charge et on n'est pas parti de zéro. Justement, là, on parle de constituer des équipes, parce que bon, à l'inverse d'un sport individuel où effectivement il suffit d'une bonne volonté pour s'y mettre, là il s'agit de regrouper un effectif avec un certain nombre de personnes. Comment ça s'est passé pour constituer l'équipe femme? Il faut savoir qu'en France, le roller, ça reste quand même un petit milieu. On se connaît tous un petit peu les uns les autres, même de loin. Donc, j'ai d'abord pensé à des personnes que je connaissais dans le monde du roller et que j'ai contactées. Ensuite, j'ai posté des annonces sur les réseaux sociaux et ça a quand même pas mal fonctionné. Les garçons ont relayé aussi ces annonces-là. Ça nous a permis d'avoir pas mal de candidatures et de pouvoir sélectionner ensuite des athlètes qui étaient à la fois bonnes en roller, à la fois ça aurait été un plus d'être bonnes en sport de balle et d'avoir envie de créer cet esprit d'équipe et pas juste de venir s'entraîner pour ensuite partir en Inde. Le but, c'était vraiment de créer cette cohésion d'équipe, d'être intéressé par le projet et le développement du roll-ball pour avoir une bonne entente générale entre les garçons et les filles et de pouvoir créer l'ambiance qu'on a, je pense, maintenant et qui est bien chouette, quoi. Donc j'ai vu que ça avait quelques noms de patineuses renommées. J'ai notamment vu Jessica Billard qui vient du street. C'est quoi le profil des patineuses? Justement, en tout premier, à la création de l'équipe, j'ai pensé à des personnes comme Jessica Billard ou Salomé Panvanpe, si j'écorche pas son nom. Si, complètement. Merci Gilles pour le soutien. Mais effectivement, j'ai d'abord pensé à ces deux patineuses-là parce qu'elles avaient déjà fait de la compétition à l'international et qu'elles étaient très habiles sur leur roller et a priori assez challengeuses. Donc je pense que c'était quelque chose qui pouvait les intéresser. Donc c'est pour ça que là, je suis plutôt allée directement les contacter. J'ai pas attendu qu'elles viennent vers moi. Et donc les profils, effectivement, c'est des personnes qui étaient à l'aise sur leur roller, agiles sur leur roller plutôt, qui avaient déjà fait de la compétition. Et dès qu'on avait un petit noyau comme ça, j'ai été voir qui était à l'aise sur des rollers et à l'aise avec un ballon. On a par exemple quelqu'un comme Maud Brier qui a fait un peu de handball et qui du coup nous a apporté un regard beaucoup plus tactique sur le sport de handball en lui-même, qui est un vrai plus pour l'équipe, qui est un vrai complément de toutes celles qui sont à l'aise en roller. On a aussi des profils comme Alice qui vient du hockey et qui du coup est un peu plus rentre dedans, un peu plus dans le contact, dans la force. Donc voilà, en fait, c'était aller chercher un petit peu des profils différents qui pouvaient constituer une équipe très complète au final et nous apporter les unes aux autres en fait toutes ces qualités qu'on a respectivement. Quelles équipes femmes il va y avoir en face de vous?
On n'a pas la liste exacte. Faudrait qu'on la demande. Non, mais on la demande régulièrement, mais faut savoir qu'il y a des problématiques de visa qui interviennent. Donc, je pense que la liste n'est pas définitivement calée, d'où le fait qu'on a peu de communication à ce sujet. Ouais, je pense qu'ils sont vraiment très précautionneux parce que par exemple la dernière fois, ils avaient annoncé des équipes qui n'ont pas pu venir à cause des visas. Et je pense que maintenant ils veulent s'assurer que tout le monde soit sur place avant d'annoncer quoi que ce soit. Bien sûr, il y aura les Kenyanes qui sont championnes du monde de la dernière édition, les Égyptiennes qui étaient 3e lors de la dernière édition. Népal. Et j'imagine les Anglaises et les Polonaises si elles viennent. Lettonie, Népal. Népal aussi qui sont très fortes. C'est vraiment intéressant parce que c'est des pays dont on n'entend jamais parler dans les autres disciplines, quoi. Ouais. C'est vraiment un truc qui est incroyable on mette en avant des pays dont on n'entend jamais parler par un sport qui est relativement confidentiel. On en est à se demander pourquoi ils arrivent par ce sport-là. Est-ce que c'est parce que justement c'est un sport qui est plus accessible du fait qu'il est moins concurrentiel à l'heure actuelle? C'est juste une hypothèse. Ouais, la différence, c'est vraiment cette histoire d'accessibilité aussi des compétitions. Parce que tu sais ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ouais, sur vraiment les visas, vraiment organiser la venue de pays en développement vers la France, par exemple, c'est très compliqué. Je l'ai vécu avec le roller soccer quand on organisait des compétitions, c'était quasi impossible de faire venir les pays africains. Alors que là, finalement, tout le monde peut venir. Donc, ils ont ce biais de développement. Je dirais que la différence, c'est que les pays européens participent aussi, alors qu'il y a beaucoup de sports plus confidentiels qui sont réservés à l'Asie dans lesquels les pays européens ne participent pas. Là, la différence, c'est qu'on est là. Donc, c'est un peu plus visible pour nous. Alors, on a parlé du rollball à l'international. Pour revenir à la partie française, on a commencé ensemble à lister un petit peu les clubs en France. Quels sont les clubs à l'heure actuelle qui pratiquent cette discipline-là? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont une intention par rapport à ça, qui vous ont abordé? Comme je suis, on va dire, représentant d'un club, c'est plus facile pour moi d'être en contact avec les autres clubs. Pour autant, on a eu des petits contacts à droite à gauche, pas encore très significatifs, avec pas mal de clubs. Je sais que l'UMS Ponto Combo, qui est un club ami et voisin, avec qui on fait du roller soccer également, fait du rollball. Alors, pas du tout avec les mêmes personnes. C'est d'ailleurs la grande différence, c'est qu'ils ont vraiment ils ont deux groupes différents, alors que nous, c'est le même groupe. Donc, je sais que eux, ils sont assez actifs. J'ai cru voir que vers Bordeaux, ça se chauffait. Ça commence à se chauffer un petit peu partout, mais pour l'instant, ça reste encore très peu organisé. C'est-à-dire qu'ils jouent un petit peu, en marge des entraînements, surtout en adulte, en niveau débutant intermédiaire. Mais il n'y a pas encore vraiment ce côté fédération, club, match. Normalement, si tout va bien, c'est l'étape d'après. Justement, on parlait tout à l'heure du matos. Vous aviez dit que l'inventeur de la discipline pratiquait en quad. Or, on voit que finalement, dans les événements, il y a aussi bien du quad que du inline. Est-ce qu'il y a un parti pris? Est-ce qu'il y a des pays qui roulent plus avec certains matos qu'avec d'autres? Là, maintenant, il n'y a plus de parti pris. C'est que depuis, pour la petite anecdote, c'est que à Chennai, donc la 5e Coupe du Monde, la seule personne en quad, c'était chez nous. Donc tout le monde était en inline. Et à un moment, ils profitent de ces événements aussi pour faire des petites conférences internationales. Et là, il y a quelqu'un qui s'est révolté. Il a dit non, pour que le sport marche, il faut que ça soit uniforme. Il faut que des inline pour les compétitions internationales. Là, je pense qu'il y a aussi une question de budget. C'est que c'est des pays en voie de développement, donc forcément, je pense que les athlètes n'ont pas forcément le budget pour se racheter du nouveau matériel. Donc, par exemple, les coupes d'Asie ou les championnats indiens, ils peuvent se jouer aussi bien en quad qu'en inline. Mais dès que ça touche à l'international, ils obligent aux joueurs à passer en inline. D'accord. Parce qu'en soi, techniquement, il y a les terrains sont de quelle taille? Alors les terrains, ils font 40 mètres de long sur 20 mètres de large. C'est un terrain concrètement. Ouais, c'est un type C. Ouais. Donc ça veut dire qu'en soi, que ce soit du quad ou du inline, ça ferait pas une énorme différence sur les contre-attaques, sur les relances, les freinages. Le quad, il a du sens. En fait, le truc, c'est que par exemple, quand ils autorisaient encore les quads, ils autorisaient mais sans les freins. Pareil en roller, en inline, il y aura pas de frein. Ce qui fait que du coup le quad perd un peu son avantage de départ rapide en s'appuyant sur le bloqueur avant. Ouais, c'est étrange comme concept. C'est-à-dire qu'ils essayent de définir des choses, mais c'est pas encore bien défini. Et je pense que tant que ça touche pas, une compétition au niveau international où il y a des règles établies, ils essaient d'avoir une uniformité. Je pense que si on développe la pratique en France et que si on arrive à créer une ligue ou au moins un championnat français, là on va pas faire de différence sur quad, inline. C'est-à-dire que tout le monde est le bienvenu. Et peut-être qu'un jour, si la fédération internationale force à changer les règles, même pour les compétitions locales, là on viendra changer. Mais du moment qu'en Inde ou en Asie ils jouent encore en quad,
quad s'ils le désirent. De notre côté, on n'aura pas non plus à imposer ce choix aux joueurs, quoi. Laurie, toi, tu disais que tu étais passé par le derby. Tu as essayé le rollball dans les deux types de matériel? Effectivement, j'ai pas essayé le rollball en quad. Je suis quand même un peu plus pro inline parce que je trouve ça beaucoup plus maniable. Pour la relance, pour la rapidité, je trouve ça très très maniable. Mais effectivement, Toko, le joueur chez l'équipe masculine qui joue très souvent en quad, il est hyper efficace en quad, quoi. Donc ça nous fait nous dire finalement, effectivement, est-ce que c'est si optimal que ça d'être en inline? Je sais pas. Ouais, après, ce qui est surtout bien, c'est d'avoir chacun notre style de patinage. Toko, c'est vrai que c'est un cas un peu particulier. Il vient du rink hockey, donc forcément, le quad, il le maîtrise vraiment parfaitement. Il se débrouille très bien en inline, hein, et d'ailleurs, il s'est adapté pour la compétition, pas le choix. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir accueillir tout le monde dans la discipline. Et je pense que tant que rien n'est imposé, nous, on laissera vraiment tout le monde venir comme bon lui semble. Je trouve que c'est se mettre une barrière pour rien, de forcer à jouer en inline. On a parlé un petit peu des forces en présence chez les femmes tout à l'heure. Parlons un petit peu au sens plus large de la compétition, chez les hommes notamment. Quelles sont les équipes favorites? Les équipes favorites, globalement, c'est les mêmes que chez les femmes. Donc, on a Inde, Kenya, ensuite on a Bangladesh. Ensuite, ils n'étaient pas là la dernière fois, mais à la 4e Coupe du Monde, il y avait l'Iran, et il me semble que là, ils vont revenir à cette édition-là, et eux, ils sont très très forts et aussi très très violents. Confirme. Ouais, mais globalement, ça va être les mêmes équipes parce que les structures qui englobent ces équipes sont les mêmes. Donc, c'est-à-dire que, je prends l'exemple de l'Inde ou du Kenya, c'est que les femmes et les hommes elles vont s'entraîner ensemble et vont évoluer dans les mêmes ligues, enfin séparés, mais ils vont quand même participer aux mêmes entraînements ensemble. Et donc, je pense que c'est un gros plus pour elles. Honnêtement, de mémoire, hein, bien sûr, parce que j'ai pas les résultats sous les yeux, mais dès qu'un pays est fort dans un genre, il sera fort dans l'autre. Il y a un truc que vous avez abordé qui est intéressant aussi, c'est le style de pratique. Hein. Alors effectivement, quand on regarde par exemple dans les sports co comme le roller hockey, il y a des cultures et des façons de pratiquer qui sont différentes selon les pays. Là, vous avez parlé par exemple des Iraniens qui sont très physiques. Est-ce que vous constatez des différences de techniques, de stratégie entre les pays? Je pense oui. Nous déjà, rien qu'en parlant du cas de la France, je pense qu'on a une stratégie très différente de ce qu'on peut voir en Inde ou au Bangladesh, pour le meilleur et pour le pire. Hein, l'avenir nous le dira. Mais que nous, comme on a vraiment des coachs de handball, on va avoir une défense par exemple plus en ligne, sans avoir de voltigeurs devant. On va pas faire de tir retourné. La plupart des Indiens vont tirer en retourné, donc ils vont arriver en arrière, ils vont tirer entre les jambes ou ils vont tirer sur le côté, sur les flancs. Nous, on va faire plutôt des tirs directs au-dessus de la ligne. Et on a l'avantage d'avoir des physiques assez grands aussi, donc on peut tirer des lignes asiatiques. Il y a un point, c'est qu'il faut pas dire toute notre technique, hein, parce que je te rappelle que l'Afrique francophone sera quand même sûrement très représentée, donc il n'y a pas de raison qu'ils écoutent pas le podcast Roller en ligne. Je partage quand même ton analyse. En effet, on a un style de jeu assez différent de ce qu'on a pu voir, notamment dans les pays d'Asie. C'est bien aussi si on cherchait à reproduire exactement la même chose, je pense qu'on n'y arriverait pas. Là, on a essayé de trouver un style qui nous convient, et voilà, on pourra aussi apporter quelque chose de différent. Et puis, ouais, comme tu dis, pour le meilleur et pour le pire, on verra bien. Pour les différents styles, c'est vrai qu'on va avoir toujours une différence entre des hockeyeurs européens qui vont venir jouer. Donc les Biélorusses, les Danois, les Slovènes ou les Lettons, et une équipe peut-être plus agile du côté indien ou Bangladesh. C'est vrai qu'on va vraiment des styles différents, et le style hockeyeur marche très bien aussi. Parce que comme on dit, il y a un peu plus de rentre dedans, donc pour rentrer dans les lignes défensives, c'est plus facile plutôt que d'essayer d'esquiver. L'exemple des Iraniens, c'est que je sais que c'est tous des anciens militaires et que eux, ils ont aussi cette culture militaire, peut-être un peu plus bourrine, enfin sûrement plus bourrine, ce qui fait que les gars sont conscients qu'ils ont un meilleur physique que les autres et sont conscients que s'ils foncent dans le tas, c'est eux qui vont gagner, quoi. Là, il y a pas de souci. On parle des contacts là, justement, il y a quoi comme règle par rapport aux contacts? Alors c'est plutôt flou, c'est à la bonne volonté de l'arbitre. En théorie, dans les règles, il y a 0 contact. Après, bien sûr, on peut jouer un peu des épaules dans les lignes de défense. S'il y a un pivot, il va jouer un peu des épaules. Après, il y aura pas de tacle comme au foot, il y aura pas de body check comme au hockey, il y aura pas d'action dangereuse. Dans les faits, c'est vachement un sport de contact, quoi. On joue quand même le pousser, le contact avec la personne en défense, par exemple. Enfin, même si sur le papier c'est pas de contact, c'est pas du tout vrai en terrain. Justement, ça va me permettre de faire une transition vers toi, Laurie, que j'essaye de faire depuis tout à l'heure. Oui, mais les garçons ne veulent pas me laisser parler. Ah, pardon, hein.
Tu notes des Toujours à se différences plaindre. est-ce que vous notez des différences entre les approches des femmes et des hommes sur la stratégie et l'engagement physique? En France, tu veux dire? Oui, en France, et puis après, effectivement, c'est peut-être un petit peu tôt pour juger à l'international, mais Déjà, il y a eu la différence que nous, on a débuté ce sport quand eux, ils le faisaient depuis déjà quelques années. Donc, on était, entre guillemets, plus frileuses du moins au début, j'espère, parce qu'on était dans la découverte de ce sport. Voilà. Je sais pas après si c'est une vraie différence homme-femme ou si c'est plus, voilà, des débutants et plutôt confirmés. Mais effectivement, on osait moins y aller, on osait moins aller au contact. Mais je sais que voilà, s'entraîner avec l'équipe mec, ça nous a vachement débloqué là-dessus et que maintenant on a beaucoup moins peur de rentrer au contact. On y va, peut-être encore un peu moins que les hommes parce que effectivement il y a cette différence de niveau encore, mais on a beaucoup moins peur qu'avant. Mais effectivement il y a forcément moins de contacts et c'est intéressant parce que en fonction des personnes dans l'équipe, enfin là je parle pour l'équipe féminine, en fonction des rôles de chacune et de la manière de patiner de chacune, il y en a qui sont beaucoup plus dans l'évitement et effectivement on est encore dans cette idée d'agilité. Par exemple Salomé, elle est très peu dans le contact, elle est vachement dans l'évitement, dans se faufiler et donc en fonction ouais, du patinage de chacune, on est beaucoup moins plus ou moins rentre dedans. on va parler un petit peu de l'avenir de ce sport, notamment des perspectives de développement. Comment vous voyez-vous d'abord le développement à l'international et ensuite au national? À l'international, je parlerai plus au niveau européen parce que à l'international, comme dit JE, c'est très dur d'agir de notre côté. Bah, il y a deux visions. Il y a la vision des Indiens de la part de la Fédération internationale qui, bon, déjà, il y a 8 ans, ils se voyaient déjà au JO de Paris. En fait, c'est pour ça que je préfère moduler et dire que l'international, on n'a vraiment aucun levier. C'est qu'on va subir un peu plus ce qui se passe je pense que si on fait des actions au niveau européen et français, ça va débloquer des choses à l'international dans le futur, mais pas forcément en suivant les plans dictés par la Fédération internationale qui est, je trouve, vraiment très optimiste. Enfin, on peut le voir d'ailleurs, je suis pas sûr qu'il y aura le ball au JO cette année, mais T'es sûr? mais ce que je voulais dire, c'est que si nous on débloque au niveau européen, et ça c'est déjà fait, comme dit Laurie, j'ai oublié de le mentionner au début, mais on a organisé aussi en 2019 une rencontre européenne où il y avait 6 nations. C'était plus pour faire découvrir le sport. Donc il y avait la France bien évidemment, il y avait l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Et on a pu faire découvrir le sport à d'autres pays européens. Et l'idée, ça serait aussi courant de cette année ou peut-être l'année prochaine, réorganiser ce type de rencontre européenne pour à la fois permettre de communiquer au niveau français, dire bah regardez qu'est-ce qui se passe, on peut faire pas forcément par nation, mais peut-être par club européen et faire une dynamique comme ça, un tournoi de clubs européens, et ensuite ouvrir sur une ligue française ou au moins sur un championnat français dans un premier temps, si les gens n'ont pas le temps de se déplacer une fois par mois pour disputer des rencontres. Ça va m'offrir une bonne transition. Avant de parler du développement et d'un rapprochement éventuel avec la Fédération française de roller, on parlait de la Fédération internationale. Pour qu'un sport soit aux Jeux Olympiques, il faut qu'il soit dans une fédération affiliée et reconnue par le CIO. Est-ce qu'à votre avis, les Indiens et la Fédé internationale de rollball, ils ont une volonté de se rapprocher de la World Skate? Je ne pense pas. Alors c'est qu'un avis personnel et ouais, c'est toujours compliqué d'avoir l'avis officiel de leur part. Par exemple, quand on a fait la conférence à Mumbai, on était 3 pays européens, donc il y avait Pologne, Danemark et nous, France. Et à un moment, les Danois ont dit, bah, si vous voulez commencer à justement aller aux Jeux Olympiques, parce qu'il était un peu dans cette dynamique-là, il leur a dit, bah, il faudrait que vous incluiez dans votre équipe de fédération internationale des Européens, des Africains et des Américains. Et les Indiens, comme ils sont très fiers de leur bébé, très fiers de ce qu'ils ont fait, ils ont dit oui, on verra, mais pour l'instant, l'équipe elle est 100% indienne de la Fédération internationale. Ils essaient vraiment de protéger leur sport. Bon, et après, faut dire qu'il y a une grande poussée de nationalisme en Inde, et je pense que ça joue beaucoup dans ça. C'est qu'ils veulent prouver que le Made in India, ça marche, et que eux, ils vont y arriver tout seuls à se présenter au JO. Concernant la France, est-ce qu'il y a eu des démarches de votre part pour aller en direction de la Fédération française de roller et skateboard? Ou est-ce que pour l'instant, vous préférez continuer votre développement en parallèle et puis voir plus tard? Sur cette partie-là, il y a eu plusieurs petites tentatives de fait. À un moment, on s'est rapproché vaguement de la FSGT. Le contact était intéressant, mais depuis, il y a eu aussi le Covid qui est passé par là. Et c'est vrai que tant qu'il n'y a pas eu cette Coupe du Monde pour relancer un peu la dynamique, le rollball était un petit peu
en encéphalogramme plat pendant quelques temps. La Coupe du Monde et tout l'engouement qu'il y a autour, complètement relancé le sujet. Et moi, je participe activement aussi au développement du roller soccer avec la Fédé. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu ce qui se fait de bien et de moins bien pour aussi peut-être plus tard l'appliquer au rollball. On fait aussi en sorte entre nous de se dire, on voit au retour de la Coupe du Monde pour pas tout mélanger. L'objectif sera sûrement de commencer une stratégie pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de clubs qui nous rejoignent, voir comment monter une ligue ou des rencontres. Mais je pense que c'est très important de le faire dans un second temps. Une question que j'ai oublié de vous poser. Vos objectifs de classement pour les hommes comme pour les femmes? Est-ce qu'on peut laisser Antoine ne pas répondre à cette question parce que je le trouve trop pessimiste? Non, je suis pas pessimiste. Moi, je dis l'objectif à court terme qu'on a, c'est déjà de passer les phases de poule, ce qu'on n'a toujours pas fait en 2 éditions. Et ensuite, pour moi, c'est vraiment que du bonus. Après, je propose d'écouter JE qui est très optimiste sur le sujet. Non, je suis pas optimiste, mais quand je vais à une compétition, j'y vais pas forcément pour perdre. Ce que je dis juste, c'est que on ne sait pas du tout où on en est. Mais vraiment, quand on n'en sait rien. On a joué personne depuis 4 ans à l'international. Donc, on ne sait pas où on en est. On joue depuis 8 mois régulièrement à fond. Donc ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on commence à être vraiment bien entraîné, à avoir des automatismes, on se connaît parfaitement. Donc, on peut se dire qu'on peut faire un bon résultat. J'ai du mal aussi à penser qu'on puisse aller au bout quand il y a des ligues professionnelles en face. Mais voilà, on peut aller quand même, je pense, assez loin. Après, ça dépend forcément beaucoup du tirage au sort. On va pas se mentir. Voilà, ça dépend de qui on a en poule, qui on a éventuellement juste après la poule. Donc c'est difficile de définir un objectif précis. Mais ce que j'espère, c'est que notre niveau sera quand même un niveau au moins de quart de finaliste, quoi. À quelle fréquence vous vous entraînez? 2 fois par semaine. Et Laurie, chez les femmes, c'est comment? On s'entraîne 2 fois par semaine aussi avec on fait notre prépa physique à côté. C'est-à-dire que techniquement, avec nos coachs, on s'entraîne 2 fois par semaine. Et on s'entraîne à titre individuel à côté. Et pour répondre à ta question aussi, chez les femmes, on est un peu dans la même veine que les hommes, si ce n'est qu'on n'a jamais fait de match officiel de rollball en fait. Donc c'est très dur de nous projeter. Par contre, on y va pour gagner, quoi. Ça c'est clair dans la tête de toutes. Et je pense que ce serait un piège de se dire c'est notre première édition, on y va pour voir, on y va pour tester, parce qu'on serait pas dans un bon état d'esprit, on donnerait pas tout ce qu'on peut donner. Donc effectivement, ça dépendra beaucoup des poules. Mais voilà, on va faire une Coupe du Monde, on y va pour gagner, on s'est entraîné pour ça, on verra ce que ça donne, mais on y va pour gagner. Mais elles sont fortes, hein. Vraiment, elles sont fortes, Alexandre. Je te le dis, elles sont très fortes. J'ai l'impression que je peux davantage mettre ma pièce sur les femmes que sur les hommes à vous entendre. Bon, non. non, elles sont très fortes. Elles sont, franchement, elles sont fortes. Je vois un petit peu avec aussi le recul des autres compétitions. On a pu voir la compétition féminine. Une équipe, ça se construit au cours d'une compétition aussi. Donc, en fonction de comment elles vont se construire ensemble pendant la compétition, elles peuvent en effet aller très loin. Mais c'est vrai qu'il faut rester mesuré par rapport au contexte. C'est un peu, on ignore un petit peu où ça en est. Donc voilà. Mais franchement, ouais, je pense qu'elles sont fortes, vraiment. Alors, vous avez glissé un terme intéressant tout à l'heure qui m'a fait un peu tiquer, c'est ligue professionnelle. Vous avez abordé chez les garçons la notion de ligue professionnelle. Est-ce qu'il y a des équipes pro en rollball? Je sais qu'au Bangladesh, il y en a qui sont pro. En Inde, on a été invité aussi. Il y a eu un appel à candidature un moment pour devenir professionnel rollball en Inde. Tu m'as pas transmis le message. Je pensais pas que tu voulais te relocaliser en Inde, du coup je me suis permis de pas t'envoyer le message. Mais encore une fois, c'était plutôt flou, ils en ont parlé je pense 1 ou 2 semaines. Venez, faites des essais en Inde, vous avez un campus de 2 mois pour évaluer votre niveau et savoir comment on fait. Enfin, oui, j'ai pas donné suite à ça. Enfin. De toute façon, ils veulent que des gens indiens pour jouer en Inde, a priori de ce que j'ai compris, ou de gens de la nationalité, donc. On sait pas forcément, parce que là c'était professionnel comme une Ligue 1 ou comme un tournoi, comme une Ligue NBA. Donc, je pense que ça leur aurait fait très plaisir d'avoir des Européens et des Africains dans leurs équipes d'État ou leurs équipes de ville. Donc, ça veut dire qu'il y a des sponsors potentiellement derrière. Ça veut dire que dans ces pays-là, il doit y avoir un modèle économique autour de ce sport-là. C'est un peu le flou à ce niveau-là. Comme tu peux le comprendre de tous les échanges depuis tout à l'heure, les Indiens ont vraiment la main mise sur toute leur activité. On ne sait pas trop comment l'argent rentre. On ne sait pas trop comment il est dépensé. Peut-être Antoine en sait un peu plus, mais je pense pas.
Donc oui, il y a des partenaires, il y a des médias, il y a sûrement des mécènes, mais on ne sait pas Ils ont un exactement énorme mécène, ils ont un énorme exactement. sponsor. Alors, j'ai pas le nom, mais je sais que c'est quelqu'un qui est présentateur télé d'un JT, qui possède plusieurs Novotel, enfin qui a énormément d'argent. Je pense qu'il y a des fonds d'investissement sûrement au Qatar ou quelque part. Bon, du coup, tu dois bien te douter que s'il y a des fonds d'investissement dans ces pays-là, ils vont pas non plus l'afficher sur tous les murs. À un moment, il y avait énormément d'argent. Là, je pense qu'il y en a un peu moins à cause du Covid. Et je pense qu'en Inde, ils ont eu énormément de restrictions économiques dues au Covid. Énormément d'impact comparé à ce qu'on a pu avoir nous en France ou en Europe. Mais oui, il y a des gros sous derrière, ça c'est sûr. Bah, encore une anecdote sur Mumbai, c'est qu'à un moment, on se lève, on va en pause et il y a un mec qui me dit ouais, tu vois, autour de la table, il y a que des millionnaires. Et je lui dis mais en roupies ou en dollars? Il fait non, en dollars. Je fais ouais, bon. Donc il y a aussi, ouais, je pense qu'il y a des histoires pas toutes blanches derrière. Pour répondre à ta question du développement à l'international, c'est pour ça que je préfère encore une fois qu'on se concentre sur l'Europe et sur la France parce qu'on maîtrise ce qui va se passer et on est sûr de pas s'impliquer dans des choses où on n'a peut-être pas forcément envie de mettre les pieds, quoi. On arrive à la fin de cette interview. On a une tradition ou une habitude, c'est de donner la parole à nos invités par l'intermédiaire d'une tribune libre. C'est-à-dire que vous pouvez aborder la thématique que vous souhaitez. Donc, à vous la parole. Bah, après, la tribune Ouais. libre qu'on pourrait faire, c'est venez essayer ce sport ou venez vous intéresser. On peut vous envoyer le livret de règles en anglais pour l'instant. On peut vous aider alors pas financièrement pour l'instant, mais on peut vous aider au moins dans les démarches administratives ou au moins à trouver des personnes dans vos régions ou dans les clubs aux alentours qui veulent essayer le rollball et découvrir. Je pense que c'est un sport. Quand on le regarde, on se dit qu'est-ce qu'ils font sur des rollers à jouer au ballon. Mais quand on joue, on voit vraiment l'intérêt de ce sport. On voit vraiment le plaisir qu'on peut avoir à jouer et je dirais que c'est un sport facile d'accès au premier abord parce qu'au final on joue avec les mains et on roule avec les pieds, donc c'est assez décorrélé. C'est pas comme du roller foot, par exemple. Désolé de faire la mauvaise pub, JE, mais c'est vrai que la question qui revient au roller foot, c'est comment vous tapez dans le ballon avec vos rollers. Là, quand on explique, on joue au handball en roller, ça paraît beaucoup plus clair dans la tête des gens, quoi. Ouais, j'ai envie de dédier cette tribune à la liberté d'essayer un nouveau sport. C'est beau ce que tu dis. Ouais, c'est D'accord. Moi, j'aimerais juste rajouter un point qui n'a dans une thématique vraiment différente. Comme je disais tout à l'heure, ça fait 8 mois qu'on s'entraîne peut-être un petit peu moins. Tout ce qu'on a vécu jusque-là, c'est déjà incroyable. Et je voulais vraiment remercier mon équipe au sens large, c'est-à-dire garçon-fille, parce que c'est une aventure incroyable. Et l'aventure, tout ce qui s'est passé déjà avant, c'était juste incroyable. Donc voilà, on a vraiment créé un groupe extraordinaire. Ça fait vraiment plaisir de s'investir pour ces gens-là. Donc voilà, j'avais envie aussi de dire ça. Oui, le sport est cool, Ouais. c'est vrai, mais le faire avec des gens cool, c'est encore mieux. Et pour continuer aussi, ce que j'apprécie aussi dans ce qui se passe là en ce moment, c'est que ça a commencé en 2017 au Bangladesh en groupe de potes à l'aventure et que maintenant là, au bout de, ça fait quoi? Ça va faire 6 ans maintenant. C'est que ça devient de plus en plus structuré, c'est qu'on arrive à avoir des sponsors, on arrive à avoir une équipe féminine, une équipe masculine, on arrive à faire en quelque sorte des sélections de joueurs, on arrive à faire des entraînements. Enfin, je trouve que c'est une belle histoire de partir à 7 mecs au Bangladesh sans trop d'idées, et d'arriver à motiver des gens, à parler dans ce podcast. Enfin, je trouve que la dynamique est géniale aussi. Laurie, tu voulais ajouter quelque chose ou... Non, ouais, je voulais dire que c'est vrai qu'on a surtout parlé du côté sport, du côté ludique, des entraînements, etc. Mais derrière, il y a eu quand même pas mal de choses en termes d'organisation à gérer. Et c'est vrai qu'on était dessus pratiquement, enfin quotidiennement en fait. Donc c'est beaucoup d'investissements, beaucoup de choses, mais qui sont, comme tu disais, hyper belles à bosser et à faire ensemble. Et c'est hyper enrichissant du côté humain également. Donc ouais, j'ai très très hâte de partir la semaine prochaine et de voir ce que nous réserve cette aventure indienne. Donc effectivement, alors je vais me dépêcher de sortir ce podcast le plus vite possible, histoire qu'il sorte juste avant la compétition. Je vous remercie à tous les trois pour cet échange. On vous souhaite bien évidemment une bonne continuation et d'aller le plus loin possible sur cette compétition. Et on compte sur vous donc pour un second podcast qu'on fera, histoire que vous nous racontiez votre aventure en Inde et ainsi que le détail de votre parcours. Merci Alexandre, merci Roller en ligne, franchement top. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Pardon Laurie, je t'ai encore coupé la parole. Ah, ça va. On va finir sur une bonne note comme ça.
Nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode de Balado Roller. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver ainsi que toutes nos interviews sur rollerenligne.com dans la rubrique médias ou sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous aimez Balado Roller, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager nos podcasts sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour d'autres interviews passionnantes avec les personnes qui font le roller et son histoire.